En effet, les Outre-mer sont un atout majeur pour la France et pour l'Europe. Ils assurent une inestimable valeur ajoutée sur le plan humain, culturel et patrimonial. Et la présence européenne dans des zones stratégiques du globe. Ils regorgent de ressources essentielles, notamment en matière de biodiversité et de matières premières, convoitées malheureusement par des puissances étrangères majeures. Ces espaces souffrent d'un sous-investissement chronique disproportionné au regard de leur appartenance à la France et à l'Europe, d'infrastructures parfois obsolètes et d'une vulnérabilité aux catastrophes naturelles qui vient exacerber le changement climatique. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Ça va? Ça va Gérard, ça va? Ça va Emmanuel? Bonjour Gérard. Ça va? Alors pourquoi cette vidéo? C'est parce que fut un temps où entendre quelqu'un parler comme ça m'aurait gêné beaucoup. Et puis avec peut-être l'âge et l'expérience, je me suis dit, mais si nous revendiquions ensemble ce positionnement, c'est-à-dire que si nous arrêtions le bashing de nous-mêmes, de notre île, de nos eaux, de ce que nous sommes, de notre influence. Et si nous revendiquions d'être ça, et puis que nous marchions la tête haute, et ça va être un petit peu, si vous voulez, le logo, enfin, ça va être l'ordre de l'émission d'aujourd'hui. Ça veut dire que nous forts, quoi, et puis que nous là, et puis nous debout, et puis que nous avancer, au-delà des idéologies, au-delà des idées toutes faites, au-delà des tics et des tocs de la pensée, mais pour des réalités, et surtout pour vivre bien ensemble. Un petit jingle pour annoncer l'actualité. Alors, il semblerait que la France ait adopté une proposition de loi qui va régler la question du narcotrafic, qui ici sème chez nous une certaine terreur, la misère, la tristesse, le chagrin, puisque ça a des retombées sur notre environnement, sur notre façon de vivre, sur notre société. Traite-nous de cette loi, Emmanuel. Oui, c'est donc 1er avril, mais ce n'est pas un poisson d'avril. Oui, exact. C'est l'Assemblée nationale qui a adopté en première lecture une proposition de loi sénatoriale qui vise à renforcer la lutte contre le narcotrafic. Et ce texte a été approuvé à la très grande majorité des députés, 436 voix contre 75. Et donc c'est une loi qui durcit, on va dire, les méthodes pour pouvoir lutter contre le narcotrafic. Alors il faut quand même rappeler en préambule que le narcotrafic, ça se passe, en tout cas dans l'esprit du législateur, sur le territoire hexagonal, mais en réalité, nous sommes très directement concernés parce que plus de la moitié de la cocaïne consommée en France transite par chez nous. Donc on est vraiment la voie de passage idéale. Et quand aujourd'hui la France légifère sur ce sujet, eh bien on ne peut qu'espérer qu'elle prenne en compte notre situation pour que la lutte soit menée aussi chez nous, parce qu'au-delà de transiter par chez nous, il y a aussi des effets délétères dans notre territoire. Donc il ne faut pas oublier que le sujet est prioritairement chez nous, et en le traitant correctement chez nous, on règle une très grande partie du problème national. Donc, je pense que c'est l'occasion de replacer nos territoires Martinique, Guadeloupe au cœur de la réflexion nationale. Ça, c'est important. Et donc, ça c'est un peu le préambule que je voulais faire. Et bon, ce qui a été voté, donc des mesures fortes, la création d'un parquet national anti-criminalité organisée, ce qu'appelle le PNACO, qui est un nouveau parquet chargé de coordonner les enquêtes relatives à la criminalité organisée. Exact. Voilà. On a la prolongation de la garde à vue pour les mules. Les mules, ce sont ceux qui transportent la drogue en avion, en bateau, ou dans les intestins, donc les particuliers. Horrible. Donc, prolonger cette garde à vue permet peut-être de remonter le fil du commanditaire. Et cette garde à vue est prolongée jusqu'à 120 heures, ce qui a d'ailleurs fait l'objet de débats, parce que là, on rentre dans... L'atteinte aux libertés individuelles. Oui, exactement. Un régime carcéral strict pour les gros trafiquants. Oui. Alors ça fait écho d'ailleurs à ce que disait Darmanin quand il voulait enfermer les accusés sévères par catégorie dans des prisons sanctuarisées. Et puis l'introduction du dossier coffre, qui est la création d'un procès-verbal distinct contenant des informations sensibles issues des techniques spéciales d'enquête, surveillance, infiltration, écoute téléphonique,
là aussi, ça a fait l'objet d'un gros débat, et notamment la LFI n'a pas voté ce dispositif à cause principalement de cette mesure qu'elle a estimée contraire aux libertés. Voilà, donc c'est une loi qui a quand même été adoptée, enfin, qui a été, adoptée. Quelques divisions politiques. Moi, je regrette que tous nos parlementaires n'aient pas voté cette loi. Je trouve que c'est dommage parce qu'au-delà des mesures qui peuvent faire l'objet de débat, ça c'est normal, je crois que c'était important de donner un signal, quel que soit le bord politique dans lequel on se trouve, que quand on est en Martinique ou en Guadeloupe, quand on est aussi meurtri par le drame du narcotrafic, eh bien j'aurais aimé que nos parlementaires dépassent leur clivage politique pour pouvoir donner un signal fort. Lutter contre le narcotrafic, c'est lutter pour nos territoires, c'est lutter pour le bien-être de nos territoires, pour nous aider à sortir de nos problèmes structurels. Voilà ce qu'on peut dire sur cette loi. Donc, c'est une loi qui est adoptée en première lecture et elle va suivre son chemin. Voilà. Oui. Alors, pour nous, il faut avoir les moyens qui sont mis en ordre, en marche. Radar, garde-côte. Quand même une petite île comme ça, on peut espérer que ça puisse enfin être... Absolument. Parce que ça les concerne. Et tu as raison, cette loi nationale, elle doit maintenant débloquer des moyens spécifiques parce que pour lutter contre le narcotrafic, il faut commencer par fermer le tuyau. Oui. Et le tuyau, il est chez nous. Et on est sous pression, sous très grande pression, avec des risques immenses. Ce n'est pas simplement un tuyau neutre, c'est-à-dire que la Martinique et la Guadeloupe sont sous les assauts de bandits, de mafias, qui viennent meurtrir notre pays, qui viennent abîmer notre jeunesse, une jeunesse qui est fatiguée parce qu'elle est désespérée. Enfin, on en parlera sans doute dans le sujet sur le vivre ensemble, mais c'est une jeunesse qui est perméable au discours pernicieux de ces trafiquants. Et donc, ne serait-ce que pour notre jeunesse, il faut vraiment agir localement sur ce sujet. Absolument. Enfin, wait and see. La Charte sociale européenne entre avancées et inégalités persistantes avec les nouveautés dont tu vas parler. Oui, cette charte sociale européenne, où l'art peut être du un pas en avant et du 3 pas en arrière, soyons positifs, 2 pas en avant, 5 pas en arrière. En tout cas, cette charte sociale européenne, elle a été ratifiée dans les années 60. Il faut la distinguer de la Convention européenne des droits de l'homme, qui se focalise énormément sur les droits civils, civiques et politiques pour les États membres. La Charte sociale européenne, c'est un petit peu son pendant, mais on va dire, comme son terme de social le détermine, elle est autour des protections sociales, du logement, de l'éducation, la précarité, tous les sujets de santé, etc. Et elle a été donc ratifiée dans les années 60 et dans les années 90, elle a été modifiée pour se moderniser avec l'ère du temps, notamment pour l'inclusion, le handicap et également le harcèlement moral et sexuel. Exactement. Alors, aujourd'hui, comment ça fonctionne la Charte sociale européenne? Les États membres font remonter les rapports annuels d'application au CEDS, qui est le Comité européen des droits sociaux. Et en redescente, ce comité, il va édicter des rapports, des réformes non contraignantes. Donc on peut se dire que c'est un système, puisque ce n'est pas contraignant, un peu gadget, sauf que ça ne l'est pas du tout, puisqu'il y a eu de grandes avancées sociales, notamment de droits syndicaux en France et de durée du travail dans toute l'Europe, grâce à cette charte sociale. Donc, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que nous qui avons des sujets sociaux dans nos outre-mer, particulièrement dans nos Antilles françaises, comme la pollution de l'eau, la chlordécone et d'autres thématiques, bien sûr, est-ce que nous sommes concernés, puisque tous les jours, on nous dit que nous sommes européens et nous sommes de fait européens. Eh bien, il s'agit de ce qu'on appelle une clause coloniale. Lors de sa ratification, la France, dans les années 70, s'est bien sûr incluse, mais n'a pas inclus ses territoires d'outre-mer. On pourrait dire que la Charte sociale a effectué un oubli, sauf que les Pays-Bas, eux, sont parfaitement inclus, ont inclus leur territoire d'outre-mer, c'est-à-dire Bonaire, Curaçao, pour vous donner une idée, et également le Royaume-Uni a inclus son espace législatif maritime pour pouvoir adhérer à cette charte sociale. Bon. Alors,
aujourd'hui, c'est une mise en lumière des clauses coloniales et on peut se dire, et encore une fois, nous sommes mis sur le côté, etc. Mais ce sont des limites qui sont transcendables. Elles sont transcendables de deux façons. La première façon, c'est grâce à la CNCDH, à savoir la Commission nationale des droits de l'homme de 2024, qui permet, cette déclaration de 2024, une extension de la charte par jeu d'écriture aux Outre-mer, et également ce fameux protocole de 95 qui permet pour l'Europe des réclamations collectives. Mais il faut que les réclamations collectives fassent volume et soient nombreuses. Et c'est un protocole qui est sous-utilisé dans nos territoires d'outre-mer. Et je te remercie, Gérard, pour ce sujet, parce que j'ai toujours pensé que on peut faire appel à la France et à son aide et à sa coopération sur beaucoup de thématiques, mais à un moment, je ne suis pas convaincue que sur des sujets aussi sensibles comme le chlordécone, où l'État est quand même jugé parti, on puisse avoir gain de cause. Et je crois que l'Europe est un levier puissant pour ça. Alors j'incite véritablement la plupart des ONG, puisqu'il faut dire que la charte sociale permet un appel des employeurs, des ONG, organisations, non gouvernementales, et des personnes morales telles que les syndicats à pouvoir se pourvoir auprès d'elles. Et c'est aujourd'hui quelque chose à prendre au sérieux, puisque comme le précisait Angela Merkel, 50% des financements mondiaux relatifs au social sont portés par l'Europe. C'est vous dire l'importance et l'envergure de ces aides. Et je conclurai par le propos du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, M. Barrot, qui parle lui-même de réparer cet écart dans les Outre-mer. Donc la charte sociale est à prendre au sérieux, mais il faut faire corps, il faut faire union, et ça va nous permettre de faire levier grâce au protocole de 95 ou grâce à la déclaration de la CNCDH 2024. Quelques réflexions. Souvenez-vous que nos départements d'outre-mer n'ont pas bénéficié, dès leur création, des mêmes droits sociaux que l'Hexagone. Bien que la loi de 1946 ait introduit le principe de l'égalité sociale, l'égalité à tout crin pour les DOM. Les prestations sociales ont été alignées progressivement, ça a pris du temps, à partir des années 70. Et souvenez-vous également que lors de la création du RMI, en 88, ce montant dans les DOM était limité à 20% de celui de la métropole. Ce n'est qu'en 91 que la plupart des prestations ont été harmonisées. Alors, vous prenez le cas de Mayotte maintenant, où il y a un long chemin à faire. Alors, comment peut-on apprécier une telle situation? Effectivement, dans les commentaires, dans les fiches sur lesquelles nous avons travaillé, on parle d'omission coloniale. On explique au moment où effectivement ces dispositions ont été adoptées, la France était gênée parce qu'elle n'avait pas aligné. Absolument. Mais alors, que faisaient nos élus alors à ce moment-là? Que faisaient nos représentants? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Au moment où tout ça a été aligné, pourquoi n'ont-ils pas? Pourquoi il a fallu attendre que des associations, ou en 1901, aient porté l'affaire du chlordécone auprès des instances compétentes pour l'application de cette charte, pour qu'on puisse se rendre compte, et que d'ailleurs, très facilement et très rapidement, le ministre chargé de la francophonie, Thani Mohamed Swali, est monté au créneau au Sénat pour dire, voilà, on va aligner. C'était un oubli. Que faisaient les élus? Que faisaient nos représentants? Simplement, sans polémiquer, sans dire qu'ils font rien, ils ne servent à rien. Ce n'est pas ça le problème. Ni non plus dire, ouais, il fallait nous dégoumer pour avoir l'égalité. Oui, il faut se battre pour avoir l'égalité. Moi, je préfère me battre pour avoir l'égalité plutôt que de mourir de la Méditerranée en train d'essayer de remonter en France pour avoir les avantages de la France. Tout à fait. Parce que j'ai des recours, j'ai des tribunaux. Je ne suis pas obligé de crever en traversant le canal de la Dominique pour essayer de rejoindre la France et bénéficier de la manne sociale française. Alors, faisons le boulot. Soyons-nous les intellectuels vigilants, informons notre population, aidons nos élus s'ils n'ont pas le temps de travailler ces questions-là, pour qu'on puisse faire avancer les choses. Est-ce la fin de la romance entre Haute Goussa, c'était le 1er avril, et le Airpac, Christian? C'est vrai qu'on aurait pu ne pas y croire, puisque c'était le 1er avril. Oui. Effectivement, qu'il y a eu cette séparation, si je puis dire, à défaut de trouver un mot, exactement, entre le Haute Goussa et le Airpac. Alors, deux petits mots déjà personnels. Quand j'ai découvert Haute Goussa à l'occasion des élections législatives du Sud, j'ai été très attentif, parce que je suis toujours attentif aux nouvelles personnes qui apparaissent en politique. Et aux jeunes. Oui, n'est-ce pas, Frédéric? Donc, je suis toujours attentif parce que je trouve ça très méritant. Se préoccuper de la chose publique, vouloir jouer un rôle, discuter, projeter, ça me plaît en tout cas.
Donc, mon regard a été très positif. Je ne dis pas qu'il a totalement changé, puisqu'on a vu qu'elle s'est bien investie. Bon, aujourd'hui, effectivement, elle lâche le Airprac. Alors, j'aimerais toujours faire de l'histoire. On a déjà vu ça dans l'histoire. On a vu beaucoup de clashs aussi. Je pense à Malsa et Marie-Jeanne dans La Parole au peuple. Je pense aux divergences que Ali Kerr avait avec Césaire par rapport au moratoire. Je pense à Darcière par rapport à Claude Lise. Je pense à Lise Letchimi. Enfin, il y a beaucoup de situations où, effectivement, des équipes qui paraissaient soudées se sont fracturées. J'ai envie de dire que ça se trouve partout, même dans un couple, par exemple. On est ensemble, on a un projet commun, puis boum, elle a répété. Exactement. Bien. Alors, aujourd'hui, effectivement, qu'elle a laissé le Airprac, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce la fin du mouvement du Airprac? Point d'interrogation. Quid aussi des résultats concrets du mouvement? Parce que moi, envie de dire, tout bas est toujours aussi cher. Enfin, je ne vais pas faire un débat. Pourquoi ils ont posé le problème uniquement sur l'alimentation, puisque le problème de la vie chère, encore une fois, on l'a dit ici, concerne beaucoup plus que l'alimentation. Pourquoi aussi ils se sont concentrés sur le groupe GBH? Enfin, tout ça, ce sont des questions qu'on se pose. Quelles sont les propositions? Et puis le constat, c'est que partout tout est cher. Dans la Caraïbe, tout est cher, partout tout est cher. Alors, a-t-on utilisé la bonne méthode? On ne sait pas. En tout cas, on se pose des questions. Maintenant, je pense que aussi, une situation, on l'a déjà dit ici, il y a toute une partie de gens qui aujourd'hui se posent contre les idéologies, contre les sectarismes, parce qu'on a toujours été en opposition ici, et on le dit régulièrement. Alors, est-ce qu'elle fera son propre chemin en politique? Je ne sais pas, en tout cas. Mais au-delà des personnages et des partis, j'ai envie de dire que le problème se pose de savoir quelle Martinique nous voulons. C'est ça qui me paraît essentiel. Est-ce que nous voulons une Martinique des oppositions, comme tu disais tout à l'heure? Est-ce que nous voulons une Martinique de la tolérance, de l'efficacité, de la liberté, de la justice et de l'intelligence? Donc, c'est les vrais problèmes qui se posent. Ce ne sont pas des problèmes de personnes, ce sont des problèmes de perspective aujourd'hui. Quelle perspective nous construisons solidairement pour ce pays? En dehors de l'aspect vraiment négatif que représentaient les incendies, le côté vraiment brutal de cette façon de traiter un problème sociétal, on peut dire que c'est un mouvement qui avait quand même du bon. Il a permis aux chefs d'entreprise de la distribution de démontrer qu'ils avaient déjà un plan tout prêt et qu'il fallait simplement mettre en œuvre. Ça a démontré également que l'entreprise et le politique n'accordent pas leur violon, ils se regardent en chaîne de faïence, alors que tous les deux avaient une possibilité de coller tête, coller les épaules et de régler le problème. Ça a montré que le gouvernement, lui aussi, pouvait participer à la résolution de ça. Ça a démontré qu'il y a assez d'énarques et de gens intelligents au niveau de ceux qui nous gouvernent pour régler notre... Et puis ça a démontré qu'il faut que nous prenions nos affaires en main, mais que nous prenions nos affaires concrètement au quotidien en main. Bon, alors le reste, Dieu seul sait ce que ça va devenir. En fait, ça c'est l'histoire qu'on ne peut pas écrire. D'accord? OK? Alors, on va quand même envisager de parler de la condamnation encore de Marine Le Pen, parce qu'on ne peut pas y échapper. C'est tellement dans les esprits, dans la presse, partout, qu'il faut qu'on balaye ça en quelques minutes. Alors, la question est de savoir, est-ce que c'est véritablement un séisme politique, quoi, une sorte de tsunami? Est-ce que c'est quelque chose de très important? La parole circule, Frédéric. En quoi cette décision constitue-t-elle un séisme judiciaire? Voilà. Et politique d'abord, judiciaire non, politique, pardon. Oui, alors, c'est un séisme politique parce que, en fait, j'ai un petit peu peur des effets d'annonce avec le Rassemblement national. Je m'explique. Lors de la dissolution de l'Assemblée nationale, il était assez dit et redit que ce serait le RN, qui aurait une sorte de raz-de-marée RN, et M. Jordan Bardella, Mme Marine Le Pen étaient déjà prêts à s'installer dans une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Et ça n'a pas été le cas. Est-ce que les Français ont fait front à ce moment-là? Est-ce qu'ils n'étaient pas convaincus que le Rassemblement national pourrait faire l'affaire sur des dossiers de fond, sur des choses sérieuses? Est-ce que finalement, il n'y a pas une sorte de vote contestataire de la part des Français? Mais quand il faut passer à l'action et quand il faut travailler sur les dossiers dits régaliens, sur les dossiers d'énarques, enfin, est-ce qu'on finalement, le RN ne nous fait pas un peu peur quand je dis nous, je parle des Français, oui. Non, je le précise, et finalement, c'est un petit peu pour moi la présidentielle. Est-ce que cette présidentielle
on l'attend, on parle, et puis finalement, on va voter soit à droite, soit à gauche, dans une sorte de classicisme, et d'ailleurs plutôt à droite, à mon avis, pour ces prochaines présidentielles, parce que finalement, on ne sait pas de quoi demain sera fait avec le RN. En tout cas, moi, le pari de Marine Le Pen, il me paraît assez risqué, puisqu'elle va vers la présidentielle, elle l'a dit et redit. Ça veut dire que si elle va à la présidentielle, elle a fait appel de sa décision, l'appel a été recevable, même si aujourd'hui elle est inéligible dans les faits, elle va à la présidentielle et que Jordan Bardella, par conséquent, qu'elle a entraîné, qu'elle a managé depuis 10 ans pour qu'il puisse être finalement d'une certaine façon son suppléant, donc elle l'écarte, là elle peut mettre le parti dans un grand danger, puisqu'il n'est pas dit que la Cour d'appel ne va pas rendre un avis encore plus défavorable ou identique. Voilà. Donc, mais rien que cette démarche-là me semble être une démarche risquée et pas nécessairement présidentielle. Alors, on reste sur de ce prendre un tel risque. Absolument. Et on demande à Emmanuel si Bardella est capable de rassembler l'électorat de Marine Le Pen. Oui. Moi, je pense que oui. Je pense que, bon, on avait un peu évoqué le sujet. La stratégie de la cravate a été mise en place depuis quelques années, c'est-à-dire il faut être un parti respectable, c'est la dédiabolisation, et il faut reconnaître que ça a marché, que le Rassemblement national, déjà en changeant de nom, on a une posture qui se veut responsable dans les espaces publics, et notamment du débat parlementaire, où c'était un peu l'anti-hystérisation qui était plutôt prise en charge par les groupes LFistes. Eh bien, ils ont réussi à devenir, dans l'opinion publique française, un parti qui avait toutes ses chances honorables. Et c'est vrai que le chemin était tracé pour qu'elle rentre dans le fauteuil de la future présidence. Et moi, je note que la France a ce site particulier, c'est que régulièrement, son système judiciaire fauche les grands favoris. Souvenez-vous de Strauss-Kahn, qui a été mis de côté alors qu'il était, pour le coup, le grand favori à l'époque. Ensuite, ça a été Fillon. Bon, maintenant, c'est Marine Le Pen. Et ce qui va se passer maintenant, c'est sans doute que Marine Le Pen va adopter une autre stratégie qui sera plus radicale, plus dure. Peut-être elle va se trumpiser, parce que c'est peut-être aussi une méthode pour resolidifier son socle électoral. Elle a fait le choix de tenir jusqu'au terme de l'appel. En réalité, est-ce que ce n'est pas pour protéger Bardella qui, à ce moment-là, va rentrer en fin de course dans la bataille électorale? Tout ça, ce sont des petits calculs politiques que je ne sais pas trop analyser. Mais je me dis quand même une chose, c'est que cet appel qui a été mis en place et qui sera donc exécuté dans un an laisse peut-être un temps de respiration pour le gouvernement actuel, parce que si il y avait une censure qui était apportée par le Rassemblement national, parce que c'est quand même la menace du gouvernement actuel, eh bien peut-être que Macron, à ce moment-là, lancerait des élections et peut-être pourrait accélérer aussi un changement pour la présidentielle. Et là, Marine Le Pen serait totalement exclue du jeu. Oui. Donc c'est peut-être le moyen pour le gouvernement actuel de respirer un petit peu, d'avoir une année de sécurité supplémentaire. Mais pour l'instant, tu parlais d'establishment, de retour à l'honorabilité. Enfin, la politique qui consiste à le discours sur une justice politisée, c'est très complotiste, c'est très radical. C'est ça, c'est là que le discours est-ce que c'est pas une contradiction avec oui, nous sommes des gens, nous respectons la loi, l'ordre, les tribunaux, et je ne sais pas si je répondrai à ta question, mais en réalité, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que, comme vous l'avez dit, tout est lié à l'appel. Si l'appel est favorable à Marine Le Pen, effectivement, ça va la booster. Bon. Deuxièmement, il faut bien se comprendre, là je me permets de faire un parallèle par rapport à notre pays, la nature a horreur du vide. Macron a fracturé les socialistes, il a fracturé le LR. Et en plus, il n'a pas donné une bonne représentation globale. Vous voyez, donc on est dans deux partis fracturés, même si le PS essaie de se dire. Vous avez vu ce qui se passe à LR entre Retailleau et Wauquiez, c'est un truc incroyable. Donc
ces deux partis qui ont dirigé la France pendant très longtemps sont fracturés. Renaissance n'a pas pris sa place. Macron, lui, il n'a pas non plus convaincu les Français. Donc, comme je dis, la nature a horreur du vivre. Donc, Bardella, Le Pen, ils ont un langage, ils ont un propos qui correspond aux préoccupations du moment. Vous voyez? Donc, bon. Alors, effectivement, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la droite ou de la gauche qui va se révéler? On a vu que Édouard Philippe est candidat. On a vu qu'il y en a d'autres qui sont, même de Villepin. Même de Villepin, parce que lui, je ne sais pas quelle stratégie il a, mais il est sur tous les plateaux. Retailleau n'est pas loin non plus. Il a un propos qui passe, quand même. Vous voyez? Donc, et c'est vrai que c'est ça la magie du jeu politique. Qu'est-ce qui va se passer? Bien malin, celui qui pourra savoir. Moi, je pense qu'il va arriver, c'est une opinion, très claire, c'est pas de l'analyse, c'est de l'opinion, là. Ça évoque pour moi Kamala Harris, et puis qui au dernier moment est arrivé, parce que là maintenant, avant de retrouver sa hauteur, sa sérénité pour être présidentiable, il faudra qu'elle abandonne ses critiques, ses discours enflammés, il faudra qu'elle abandonne tout ce qu'elle fait là maintenant et qui est préjudiciable à l'image d'honorabilité qu'une présidente. En plus, avec le masculinisme et tout, c'est une femme, même si depuis elle a acquis être de noblesse. Je pense qu'il peut lui arriver si tardivement, ça sera en 2006, que la Cour d'appel lui enlève... 2026. 2026. Mais elle sera nécessairement... Oui, mais elle ne pourra pas trop l'accès, c'est incroyable. Enfin, on a un dossier, on a lu, on a vu... ces gens ne pourront pas être l'accès. Je fais un petit jeu de mots, et Marine Le Pen deviendra Marine Le Pen. Oh Je crois que c'était Je pense que c'était une bonne conclusion sur ce sujet-là. Bon, on va parler maintenant du rapport Etom. On va revenir là-dessus parce que c'est un rapport qui bouleverse toutes les pensées, toutes les convictions, toutes les idées qui circulent sur les réseaux sociaux, même au sein de partis de l'establishment. Oui. Tout ce que veulent, ce que désirent, ce que doivent faire les politiques pour complaire à la population, ce qui est leur rôle, je crois bien. Manuel, je te laisse. Oui, alors d'abord, rappeler qu'il y a eu plusieurs rapports en fait. Il y a eu plusieurs études, donc c'est bien de mettre en perspective tout ça. Il y en a une qui a été faite en 2020, oui. Une deuxième en 2023, et ces deux premières études ne portaient pas sur le vivre ensemble, elles portaient sur les préoccupations des Martiniquais. Et donc, et puis la troisième étude qui est sortie cette année-ci, qui est toute récente, à reposer les mêmes questions sur les préoccupations et à rajouter de manière beaucoup plus approfondie le sujet du vivre ensemble. Donc déjà, les préoccupations des Martiniquais, c'est bien de les rappeler parce qu'elles n'ont pas beaucoup bougé oui. en 5 ans. Elles sont à peu près les mêmes. Alors, quand on revient sur les premiers sondages, depuis 5 ans déjà, la première des préoccupations, c'était, je vous le donne en 1000, lutter contre la vie chère. Oui. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ensuite, c'est la santé qui vient juste après. Vie chère, santé. Troisième niveau, c'est favoriser l'insertion des jeunes. Oui. Il y a une vraie préoccupation des Martiniquais pour leur propre jeunesse. Quelles sont les perspectives qu'on donne à ce pays? Et c'est la préoccupation de la jeunesse est un grand sujet. En quatrième position vient l'insécurité. Et puis ensuite, des questions qui relèvent plutôt des attentes de dynamisation du système général par l'économie notamment. Et c'était une série de questions, et les questions qui relevaient des questions statutaires, qui ont quand même animé le débat public, notamment entre 2020 et 2023, en réalité étaient des questions qui étaient en bas de tableau dans les préoccupations des Martiniquais. C'était la question du créole, c'était la question du drapeau, c'était la question du changement statutaire. Ce sont vraiment les toutes dernières préoccupations qui ne recueillent pratiquement aucun vote. Et le problème, et là on rentre un peu dans l'analyse, c'est que vous avez eu un débat public qui a porté sur les préoccupations les moins essentielles, en laissant de côté, d'une certaine manière, en tout cas du point de vue de l'opinion, les préoccupations essentielles, et ça a accentué l'écart entre l'opinion publique et le monde politique, en fait. En tout cas, c'est comme ça que c'est vécu. Et peut-être même qu'à force de ressasser des problématiques qui ne relèvent pas des préoccupations des Martiniquais, on accentue les tensions,
parce qu'on installe un débat qui n'est pas au cœur des préoccupations de chacun et qui finalement contribue à fracturer, fractionner, en tout cas à diviser la société. Et c'est pour ça que l'étude que Tous Créoles a faite en 2025, elle est tombée à point nommé parce qu'elle devait mesurer précisément l'état des relations des Martiniquais entre eux autour de la grande question du vivre ensemble. C'est une question extrêmement complexe, mais l'approche méthodologique qui a été menée, elle a été vraiment robuste, puisque c'est plus de... Alors d'abord, ça s'est fait en 2 étapes, cette étude. Je rappelle la méthode. D'abord, et ça a duré plus d'1 mois, des réunions de groupes, ce qu'on appelle des focus groups. C'est une phase qualitative où plusieurs groupes ont été constitués. Ces groupes ont fait l'objet de discussions approfondies pour faire émerger par la discussion les items qui mériteraient ou pas d'être mesurés. Et c'est seulement après l'analyse de plusieurs dizaines d'heures d'entretiens individualisés dans des groupes qu'un questionnaire a été établi. Exactement. Pour ensuite mesurer de manière scientifique ce que pensent les Martiniquais sur toutes ces questions. Alors les résultats, rapidement, de cette fameuse étude sur le vivre ensemble, qui est une étude essentielle, fondamentale. Je pense que elle doit faire date parce que c'est, à mon sens, la première étude qui n'ait jamais été faite chez nous sur ce plan-là et qui bouscule peut-être beaucoup d'idées reçues. Parce que ceux qui n'ont pas mesuré les choses avancent sur le sujet du vivre ensemble avec leurs clichés, avec leur émotion. Et donc on parle tout de suite de racisme, on parle tout de suite de choses qui en réalité ne sont pas au cœur des résultats. Donc ça, c'est le premier résultat qui est intéressant de noter. Alors d'abord, le diagnostic, il est en demi-teinte parce que quand on parle de vivre ensemble en Martinique, les Martiniquais sont mitigés. La note moyenne qu'ils donnent au vivre ensemble, elle se situe à la juste moyenne, c'est-à-dire il y a autant de gens qui considèrent que ça va bien que de gens qui considèrent que ça va mal. Donc c'est pas très brillant comme ça, la perception primaire du vivre ensemble. Mais bon, comme on a dit en début d'émission qu'il fallait voir le verre à moitié plein, ça veut dire qu'il y a un champ de progrès, et donc ça c'est plutôt enthousiasmant. On peut progresser sur cette perception. 48% estiment que la société martiniquaise se construit davantage sur ce qui les rassemble, et 52% pensent au contraire que ce sont les divisions qui prévalent. Voilà une manière d'apprécier l'état de nos relations sociales. Autre enseignement, c'est que la dynamique, quand on demande aux gens de se projeter sur l'évolution du vivre ensemble, la perspective n'est pas bonne non plus. Le vivre ensemble, d'abord, il s'est dégradé fortement ces dernières années. Il se dégrade un peu moins dans les années à venir, mais il se dégrade encore. Donc là encore, à nous de regarder comment faire pour que cette tendance se réduise. Et puis enfin, quelles sont les menaces qui pèsent sur la cohésion? Alors, ce sont des menaces. Alors, j'ai noté l'incivisme, l'insécurité, c'est un sujet de préoccupation, d'ailleurs c'est conforme aux études précédentes. Et puis, très vite, ce sont les difficultés économiques qui arrivent en tête. Et ça, c'est très intéressant parce que ce sont des choses sur lesquelles on peut agir, fondamentalement. Je dois vous avouer qu'au sein de Tous Créoles, quand on a lancé cette étude, on se disait, cette étude va révéler des fractures raciales. Profondes. Des déchirements ethno-raciaux. Franchement, on avait tous un peu cette conviction, et là, on a été très surpris. Alors, bien évidemment, il y a des comportements racistes, il y a des attitudes racistes de part et d'autre, et ça existe, mais elles ne sont pas dominantes, et elles sont exactement de la même nature que ce qu'on peut trouver dans d'autres territoires du monde, ni plus ni moins. En revanche, la conviction profonde, c'est que, alors je vais le faire simple, c'est que si le vivre ensemble est mis à mal en Martinique, c'est que beaucoup de gens ont le sentiment, je dis bien le sentiment, que les perspectives économiques sont bloquées et bloquent l'accès à d'autres, à la chance économique. C'est ça que ça veut dire. Il y a une perception que le système est verrouillé, que trop peu d'acteurs s'emparent de tous les leviers,
et que donc ça verrouille l'accès à la chance économique. Donc ça, c'est le plus important. Et ça, c'est le plus important. Et c'est vrai que, alors maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est une réalité, mais ça veut dire que c'est un sentiment. Et j'ai pu, moi, le mesurer quand j'étais à la présidence de l'association Contact Entreprise, où j'allais voir beaucoup d'élèves dans les écoles. Et c'est toujours important de mesurer cette perception avec la réalité des choses. Et moi, j'ai toujours été frappé de voir comment nos jeunes, quel que soit le niveau scolaire, quel que soit l'établissement, quel que soit le type d'études qu'ils mènent, ça allait du collège au BTS, entraient dans la vie avec la conviction profonde que le système scolaire dans lequel ils étaient les amenait mécaniquement dans une impasse, c'est-à-dire le no futur économique. Et il faut être conscient... En Martinique. En Martinique. Il faut être conscient qu'on élève nos enfants avec ce mensonge. Et pour bien dire que c'est un mensonge, je me souviens très bien, et je l'ai fait à plusieurs reprises, quand je faisais mes réunions dans les classes avec les élèves, j'étais bien conscient qu'il y avait cette perception d'un avenir qui était bouché. Je posais une première question aux élèves en disant dites-moi, d'après vous, après avoir expliqué ce qu'est une entreprise, puisque j'étais... Dites-moi concrètement combien d'entreprises il y a en Martinique, combien d'entreprises privées, après avoir pris le temps d'expliquer ce que c'est qu'une entreprise. Là, le débat se déroule tranquillement, et les premières questions, les premiers doigts timides se lèvent, 200, 300, les plus audacieux montent jusqu'à 600. Bref, l'étiage moyen, et faites le test, vous verrez, est situé entre 200 entreprises et 600 entreprises. Comment voulez-vous qu'un jeune qui a la conviction, et les enseignants d'ailleurs, étaient dans le même étiage, puissent considérer qu'il y a une chance pour quelques milliers de gamins qui font partie d'une cohorte, puissent avoir une chance de trouver un emploi dans si peu d'entreprises. Et quand on sort la réalité, Eddy aurait été là, il l'aurait confirmé, il y a 32 000 entreprises. Et si je rajoute les établissements, on arrive à 50 000 entités employeuses. Voilà la réalité de la Martinique. Et c'est important, je trouve, d'élever nos enfants, que le système scolaire s'en empare, pour que quand on rentre dans l'école, on doit en sortir avec la volonté de faire partie de ce monde qui est ouvert à la jeunesse. Et il faut les préparer à ça, les préparer à rentrer dans ce monde-là, se battre dans ce monde-là. Ce monde-là est ouvert, plus ouvert qu'on l'imagine, et il faut enlever, casser l'idée d'un monde fermé. Très bien. En tous les cas, pour une conclusion, ce qui frappe, c'est la cohérence entre les 2 enquêtes dont tu as parlé, et même 3 dont tu as parlé. Je ne connais que 2, tu vas me donner la 3e. Les Martiniquais expriment une forte préoccupation pour des enjeux concrets, quotidiens, profondément ancrés dans le social et l'économique, comme tu as dit, mais c'est une synthèse. La vie chère, la santé, l'avenir des jeunes. Autrement dit, les priorités sont claires, vivre mieux, ici et maintenant. Alors, si les élus peuvent focaliser sur ça, se concentrer sur ça, et puis travailler sur ça, on va peut-être vivre mieux, on va peut-être vivre ensemble mieux. C'est le conseil qu'on peut leur donner. Voilà. Se pencher un petit peu sur l'économie. Se pencher sur nos réalités, oui. La culture économique, quoi. Économique qui débouche sur la vie au quotidien. Jingle. Alors, nous devions traiter un sujet, mais notre ami Eddy nous a fait faux bond, pour des raisons sérieuses. On va donc directement passer à la lutte contre la vie chère en Outre-mer, un arsenal législatif en construction. Oui, c'est moi qui le traite. C'est toi qui le traites. Oui, j'ai vu que tu as une hésitation. Oui, c'est encore Emmanuel, non, c'est toi. Non, c'est le mien, c'est mon sujet. Oui. Donc, sujet ardu, et sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis des décennies. Alors, tout d'abord, on a sur cet arsenal législatif 3 choses à dire. Déjà, en termes temporels, l'objectif de cet arsenal, c'est d'être à jour et effectif en 2025-2026. Donc, c'est assez court. On va pouvoir en voir les fruits assez rapidement de l'effectivité. Deuxièmement, l'estimation Sérum d'ici 2030 a porté la baisse de la vie chère par cet arsenal
de 10 à 15%. Donc on a en plus une idée de chiffrée de ce que ça va être. Bon, 10-15%, on peut dire que c'est peu, mais en tout cas, il y a un effort. Et puis, troisièmement, on a une approche multidimensionnelle par cet arsenal, à savoir non pas uniquement la grande distribution égale la vie chère, mais également le logement, qui impacte énormément les budgets, le fret, l'aérien, etc. Donc il y a une multidimension qui permet de dire que ce n'est pas si facile que ça, mais de pouvoir aussi endiguer le problème dans toutes ses facettes. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du projet de loi, ensuite je vais vous parler de la proposition de loi, des propositions de loi, et enfin je vais me focaliser sur la proposition de loi socialiste, très particulièrement. Donc le projet de loi, juste pour rappel, parce qu'à chaque fois je dois reviser mes cours de droit constitutionnel sur ça, le projet de loi est une émanation de l'exécutif, donc du gouvernement, et la proposition de loi est une émanation du système bicaméral, à savoir soit de l'Assemblée nationale, soit du Sénat. Voilà. L'objectif du projet de loi, c'est cette sorte de grande loi valse avec un grand V. J'imagine ça comme, tu sais, le S de Superman, la loi valse, qui a beaucoup de leviers, la concurrence, le fret, le logement, la production locale. Et puis, ce grand projet de loi contre la vie chère vise à renforcer la concurrence, limiter les pratiques anticoncurrentielles, réduire la dépendance à l'import. Pour le moment, les lettres sont un peu vagues parce qu'on n'est pas rentré encore dans le vif du sujet. C'est l'objet d'ailleurs de la visite de Manuel Valls dans les Outre-mer. Voilà. Et puis en parallèle, on a la proposition de loi. La proposition de loi, elle est sur trois dimensions. La première dimension, c'est celle du sénateur M. Lurel, qui est sur le renforcement des droits de la protection et le seuil de notification de concentration, déconcentration, seuil de notification des concentrations. Il y a également le renforcement de l'efficace bouclier qualité-prix, le BQP, mais qui ne peut concerner qu'un nombre limité de... Oui, et puis c'est normal, on a quand même une libre fixation des prix, on ne peut pas s'amuser à revenir au communisme avec un BQP qui concerne tout. Néanmoins, le BQP permet de parer, mais il a quand même révélé une certaine ineffectivité, puisqu'on ne boit pas seulement du lait, on a aussi envie de boire du champagne, voilà, pour la faire courte. Ouais. Et puis, c'est vrai. Non, la vie chère, c'est ça aussi. Tout le monde a le droit de boire du champagne aujourd'hui. Ouais. Et enfin, l'encadrement, et ça, c'est une dimension qui est intéressante, même si elle est audacieuse, l'encadrement des loyers avec la sénatrice Madame Bélim qui finalement nous dit sur la base d'observatoires municipaux territoriaux que c'est le préfet qui de lui-même, par lui-même et de son propre gré arrête les loyers. Tu ne loueras pas ça à 3 000 €, tu le loueras 1 000 parce que c'est le marché qui le veut. Bon. On parle de fin 2026. Et puis j'aimerais faire un petit focus sur la proposition de loi socialiste qui, elle, se focalise énormément sur la transparence des marges, renforcer le bouclier qualité-prix. Et je suis assez surprise de la proposition de loi socialiste, puisqu'on avait beaucoup parlé lors de la réélection des députés, le nouveau Front populaire de gauche, de l'augmentation des minima sociaux, des crédits d'impôt. Vous vous rappelez cette histoire de 1 006 € net, tout ça, ça fait partie de la vie chère, les revenus. Et les socialistes n'en parlent plus du tout. J'ai trouvé ça assez décevant. Donc, en bref, déjà, je suis assez surprise que nous, collectivités, et qui aspirons à une certaine autonomie, d'accord, nous ne nous révoltions pas contre tous ces grands projets qui sont dans l'Hexagone en disant mais nous aussi on veut remonter par des conseils citoyens, par des tables rondes nos idées. Ouais. Pourquoi est-ce que vous êtes hors sol? Il faut que nous on vous fasse remonter nos idées, ça c'est la première chose qui me surprend. La deuxième chose qui me surprend également, c'est cette sorte de concurrence. Pourquoi est-ce que le Sénat, l'Assemblée nationale, alors qu'on peut avoir des navettes, d'échanges, et en plus le gouvernement, on dirait que maintenant on est des concurrents, on n'est plus un seul État, exact. On a 3 têtes et puis on est en train de courir comme des poules sans tête en fait. Jeu, ouais. C'est devenu un jeu, je suis assez surprise. Et puis pourquoi ne pas copier-coller ceux qui ont réussi? Alors du coup, je suis allée faire une recherche depuis plusieurs mois sur les régions ultrapériphériques qui ont réussi le combat contre la vie chère. Les Canaries, par exemple, avec une puissante aide étatique au fret, ont baissé de 20%
leur prix de vente et leur distribution. Les zones franches également dans les régions ultrapériphériques hors France et les subventions puissantes aux filières locales agricoles. Alors finalement, nous sommes en train de payer, excusez-moi, des députés, des sénateurs à réfléchir certes, mais avec des solutions qui ne sont pas encore éprouvées, avec un horizon et un moins 10 à moins 15% qui est un effort, mais qui n'est pas nécessairement ce qui va changer la donne, alors que dans nos régions ultrapériphériques, il y a déjà des choses qui existent, des choses dans le sol, et ce que j'appelle de mes voeux, c'est que nos collectivités puissent donner l'exemple et puissent dire « ça a été fait ailleurs », dupliquons les bonnes solutions et faisons du lobbying dans ce sens. Pardon. Mon enfant, je vous félicite. Je vous remercie, mon cher père. Version de non. Oui, mais juste avant, je veux faire un petit clin d'œil à un ami qui a disparu, c'est Jean-Claude Montredon. Absolument, absolument. C'est un musicien remarquable. Nous avions une grande amitié. Il a joué avec beaucoup de grands musiciens, Archie Shepp, il a joué avec Alain Jean-Marie, il a joué avec vraiment. Et c'était un musicien qui avait une subtilité dans le jazz, dans la biguine, dans les traditions. Et c'est un homme charmant, quoi. Donc je veux partager avec les Martiniquais sa mémoire. Voilà, absolument. Bien. Alors, de manière très concrète, j'avais dit effectivement, j'avais réservé 2 émissions à Jocelyne Béouard, donc on va y aller. Vous savez que, bien évidemment, quand vous avez une réputation, on vous appelle pour le cinéma. Oui. Donc Jocelyne a été appelée à plusieurs reprises pour le cinéma, déjà dans le film de Siméon, de Anne Palsy. Elle a joué aussi un rôle d'une mère de 4 enfants dans un film, un long métrage de Jean-Claude Flamand. Oui. Et puis, on va écouter, parce qu'elle a fait le générique de la publicité, si vous voulez, de ce film-là, Béanzin, qui a été réalisé par Guy Deslauriers. Oui. Je vous invite à écouter la belle voix de Jocelyne, vous voyez à travers cette photo merveilleuse, qui a promotionné bien évidemment ce film Béanzin. L'homme outigé en l'envie a dans l'espoir qui t'est fini. L'amour rêvé fait oublier pays d'armée. L'amour en frontière bouleversé la face d'armée. Oh, aïe, oh. Une technique aussi vocale qui est merveilleuse. Alors Jocelyne, c'est une personnalité à elle toute seule, on le sait. Mais aussi, c'est une équipe, celle de Cassave. Écoutez-moi bien, nous qui parlons de solidarité, l'équipe de Cassave, c'est un exemple de fraternité. Parce qu'ils sont restés ensemble pendant X années, 30 ans. C'est-à-dire le team, là, l'équipe avec Jacob Desvarieux, Georges Décimus, Jean-Philippe Martelly, Patrice Saint-Éloi, Jean-Claude Vamur, tous ces gens-là, ils ont montré que la Martinique et la Guadeloupe pouvaient s'unir. Un petit peu, la compagnie créole aussi a été une préfiguration de notre unité. Je pense qu'on devrait prendre exemple sur ça. Ouais. Et à ce titre aussi, Jocelyne, au sein du groupe, a vécu des douleurs, des grandes douleurs, des disparitions. Jacob Desvarieux, Patrice Saint-Éloi. Ouais. Moi, je vous invite, je fais un clin d'œil à Patrice Saint-Éloi parce que Patrice Saint-Éloi, c'est lui qui a composé la chanson Mi-Tché Moins, que je vous invite à déguster. Ouais. Jocelyne, c'est une collaboration avec énormément de gens, énormément de musiciens. Mino Sinelu, Youssoundo, Ayane Soupakou, Izzy Kenenga, Peter Gabriel, Gilberto Gil. Dans tout le monde, Jocelyne a exprimé la Martinique. Elle a montré la beauté de son île.
Et puis, elle a composé aussi avec Jean-Philippe Martelly. Alors, je fais un clin d'œil à Jean-Philippe Martelly, puisqu'on sait bien que la situation un petit peu dans laquelle il est, j'espère que ça va mieux. Donc, je fais un clin d'œil à Jean-Philippe et à sa famille. Et je vous invite là aussi à écouter Vini Serré, une composition de Jocelyne Biroir et de Jean-Philippe Martelly. Pardonnez-moi si mon commande c'est où qui peut chaper assis la terre avant m'aller pas d'avoir moins parlé ailleurs Vini l'amour, vini serrer là, vini pour tendresse. Pardonnez-moi. Il n'est pas inopportun de ressouligner son investissement aussi culturel, son investissement de solidarité. Elle a participé, par exemple, avec Yannick Noah, à des actions pour les enfants de la Terre. Rappelez aussi qu'elle a été, en 2015, elle a eu un prix à la Dominique et à la Barbade, prix d'honneur de Cassave. Rappelez qu'elle a été chevalier de la Légion d'honneur. Rappelez aussi que, comme Raph Tamar, elle fut au service des compositeurs. On a vu Patrick Saint-Éloi, on a vu Jean-Philippe Martelly. Et bien là, maintenant, là aussi, je peux parler du disque Empreinte aussi, où elle a interprété, à supposer, la merveilleuse chanson de Fernand Donatien, de façon extraordinaire. Et là, je vous invite à écouter Non Monsieur, cette composition de Mario Canonge aussi, qui a donné un autre aspect de Jocelyne Biroir. Oh, monsieur, passe pour moi, tout n'a tête les boucas de moi, mettez un la planète. Bon, si nous déjà connaissons, maman de qui ça il est, sans réponse, si Dieu témoin, comment c'est toi, c'est moi. Eh ben, ça pas vrai, non, pas facile. Pas compter à 6 ans. Et puis moi, il y a un bel comme il sait que ça va pas les bas. 145 titres à son répertoire SACEM. Elle a écrit beaucoup de chansons. Elle l'a composé avec Gilles Voyer, avec Joël Jacoulet, avec Jean-Claude Nemo, avec Ronald Webinel, avec Patrick Saint-Éloi. Donc vraiment un éventail extrêmement large. Jocelyne aussi, c'est une passionnée de la photo. Donc elle a fait des expos photos. Jocelyne aussi, c'est une réalisation d'un livre que j'invite encore à Jocelyne Biroir, Loin de la mer. Voilà. Et puis Jocelyne, c'est aussi une prise de position dans les 35 jours pour demain, qui a été, vous avez participé à ça. Alors, voilà. Donc, on veut encore remercier Jocelyne et puis lui exprimer tout notre amour, toute notre considération pour cette lumière qu'elle met sur la Martinique. Et puis, écoutons-la. Absolument. Ma Martinique de 2036 est épanouie et rayonnante. Pourquoi? Parce que chacun a compris qu'il peut participer à sa progression. Chacun a enlevé le « je suis contre » de son vocabulaire pour le remplacer par « je suis pour faire quelque chose, pour créer. Ne plus attendre qu'on vienne nous porter les choses, mais donner ces choses-là, parce que nous sommes capables de réfléchir comme tout le monde, nous sommes capables de construire, de fabriquer ensemble, nous sommes capables d'écouter l'autre sagement et puis apporter également sa part. En fait, chacun aura compris que la connaissance est indispensable et qu'apprendre, ça enrichit. Voilà, particulièrement que chacun aura tiré de son vocabulaire « je suis contre » pour dire que je suis pour. C'est ça. Elle me rappelle Mia Mottley, la première ministre, la même force. Ça veut dire que ça serait bien notre prochaine ministre de la Culture, si nous avions des délires de dépendance. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission, d'avoir été encore plus brillant qu'à l'habitude. Merci Gérard de ta part. Alors là. Et je vous donne rendez-vous à mes chers auditeurs la semaine prochaine. Alors cette fois-ci, j'ai le temps de remercier tout le monde. Tout le monde. À la semaine prochaine.